bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale, un axe fort de leur développement. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Au sommaire, aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Dominique Chargé, le président de la coopération agricole qui regroupe les 2400 coopératives françaises. Il nous dira notamment ce qui manque pour accélérer la transformation écologique de ces exploitations. Notre débat RSE porte sur les grandes entreprises françaises. Avec cette question, le CAC 40 est-il de plus en plus vert? Et puis pour Smart Ideas, on retourne dans le milieu agricole en passant par la bande dessinée. Le scénariste Guizou nous présentera son album Permacomics. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Dominique Chargé, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes éleveur de vaches laitières et de volailles en Loire-Atlantique, président de la coopération agricole depuis 2 ans. La coopération agricole, je le disais dans les titres, c'est 2400 coopératives qui génèrent, ça c'est quand même impressionnant, 85,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 40% du poids de l'agroalimentaire français. On va commencer par une question de base. C'est quoi une coopérative ? Une coopérative, c'est une entreprise qui appartient aux agriculteurs. Elle a été créée par eux, pour eux. Et son rôle, c'est d'abord d'accompagner les agriculteurs en leur apportant le service, le conseil sur leur exploitation, puis de collecter, transformer et commercialiser la production des exploitations dans des outils collectifs. Ce sont des entreprises qui sont ancrées sur les territoires et qui, comme j'ai l'habitude de le dire, sont transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'elles se transmettent de génération en génération. Ma coopérative, par exemple, Terrena en Loire-Atlantique, date de 1932 et elle a encore de longues années devant elle. Je ne suis que quelqu'un de passage. Le principe, la philosophie, c'est on est plus fort à plusieurs. C'est le ensemble, on est plus fort et surtout, quand nous sommes agriculteurs, pour nous, ce qui est important, c'est de maîtriser finalement collectivement notre destin de producteur pour avoir accès au marché. Et la coopérative est notre outil collectif pour avoir accès au marché. Ça concerne tout type d'activité, du coup, agricole, hein ? Alors, nos 2300 coopératives, 2400 comme vous avez dit, sont réparties sur tous les territoires. Elles sont de toute taille dans toutes les productions. Il y a d'ailleurs beaucoup de territoires sur lesquels il n'y a plus que des coopératives pour assumer, j'allais dire, le maintien de l'activité agricole et agroalimentaire sur ces territoires. Alors, il y a plusieurs thèmes d'actualité dont on peut parler ensemble, et notamment ce vote par l'Assemblée du retour des néonicotinoïdes. J'ai réussi à le dire. On a sauvé les betteraviers au détriment des apiculteurs et des abeilles. C'est ce qu'on lit un peu partout. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, c'est pas forcément au détriment. Il y a simplement, pour cette filière, une décision qui a été prise en 2016 et qui n'a pas prévu le temps d'adaptation nécessaire aujourd'hui à la réalisation de ces transitions. Toutes nos coopératives, il y a 2 grosses coopératives engagées dans aujourd'hui la production de betteraves pour la fabrication de sucre et qui sont engagées dans les transitions et dans la recherche de solutions alternatives. Simplement, on est cette année particulièrement à la conjonction d'un certain nombre de phénomènes climatiques, donc d'attaques d'invasion de pucerons qui ont nécessité qu'on ait droit à une dérogation pour pouvoir maintenir la filière qui était menacée. Il n'y avait pas d'alternative. Il y a un chercheur au CNRS, Jean-Marc Bonmatin, le député européen Éric Andrieux, qui a d'ailleurs saisi la Commission européenne, qui disent qu'il y avait moyen de faire autrement. Alors il n'y a pas d'alternative qui fonctionne aujourd'hui et qui permettait de pallier à la situation dans laquelle on est. Par contre, on est très engagé dans la recherche, que ce soit sur l'amélioration génétique, mais aussi de la mise en place de solutions techniques alternatives en production qui peuvent fonctionner à un horizon 2023-2025. De solutions naturelles aussi, parlons transition écologique, voilà. Justement, où est-ce que vous en êtes C'est effectivement aujourd'hui pour nous un gros enjeu, celui d'engager les coopératives, les agriculteurs adhérents des coopératives dans les transitions agroécologiques. Parce que c'est ce que demande aujourd'hui la société, c'est les attentes auxquelles nous devons répondre. Et nous sommes engagés dans un certain nombre de transitions, de transformations de nos modèles économiques, dont celui de la réduction des pesticides au moyen de nouvelles solutions, des solutions alternatives qui peuvent être, comme vous le dites, des solutions naturelles par ce qu'on appelle du biocontrôle, c'est-à-dire que ce sont des prédateurs naturels qui viennent combattre les invasions, les parasites que l'on a. J'ai un exemple, par exemple, sur mon exploitation. Pour le maïs, tous les ans, je mets ce que l'on appelle des plantes qui permettent de combattre un parasite qui nous fait beaucoup de mal et dont on veut se débarrasser. Qui vont manger les plantes plutôt que les maïs. Ils mangent les parasites et qui empêchent que le maïs soit détruit. D'accord, je crois que c'était les plantes qui étaient plantées. Vous n'avez pas planté les plantes pour que le parasite ? On a aussi cet exemple
qui est ce qu'on appelle des plants de compagne, qui permettent, donc dans une culture par exemple de colza, où on va implanter une plante qui va, elle, capter le parasite qui, au lieu d'aller, mettre en danger la culture en place, va venir s'occuper sur la plante qu'on a mis comme plante compagne. Ouais, on a encore eu des épisodes de sécheresse cet été en France. Économiser la ressource, économiser l'eau notamment, c'est l'un de vos enjeux? C'est économiser l'eau, c'est surtout mieux utiliser l'eau. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas d'agriculture durable sur certains territoires si nous n'avons pas non plus une meilleure gestion et une meilleure utilisation de l'eau. Donc on ne peut plus regarder, moi je suis absolument d'accord avec ce qui se dit aujourd'hui sur le sujet, on ne peut plus regarder l'eau passer en excès pendant 6 mois et en manquer pendant les 6 mois d'été aujourd'hui. Donc on doit se mobiliser collectivement pour pouvoir construire des réserves d'eau qui nous permettent de capter l'eau lorsqu'elle est en excès dans la période hivernale, pour pouvoir s'en servir et l'utiliser pendant la période estivale. Justement, vous êtes en train de dire que c'est une aventure collective, il faut impliquer les collectivités locales. Est-ce que le gouvernement vous soutient assez, notamment d'un point de vue financier? On sait que les conversions au bio, par exemple, prennent du temps, de 3 à 5 ans. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement en fait assez? Pour réaliser cette transition agroécologique, on a évidemment un certain nombre de développements de recherche, de développement de conseils, de transmission de ces savoirs, d'expérimentation à faire. Et pour réaliser ces expérimentations, on a effectivement besoin de temps, mais aussi de moyens. Et on est aujourd'hui, à travers le plan de relance, qui nous donne un certain nombre de leviers et qui nous permettront d'accélérer les transitions, mais on a besoin, pour les faire durer, que le gouvernement nous accompagne aussi à travers un fonds spécifique. Donc nous, on milite aujourd'hui pour qu'il soit créé dans le projet de loi de finances de manière durable et au-delà du plan de relance, un fonds de transition agroécologique pour permettre aux agriculteurs et pour permettre aux entreprises qui les accompagnent de pouvoir s'inscrire dans la durée au-delà du plan de relance. Mais c'est un changement majeur, quoi. C'est un changement profond de mentalité d'une certaine façon et de mode d'action. Quand on parle par exemple de la fertilité des sols et de l'impact des labours de plus en plus profonds parfois, on voit avec les inondations notamment que les sols qui sont trop labourés trop profondément résistent moins bien que les autres, donc et puis qui sont moins fertiles, sont de moins en moins fertiles. Comment vous réussissez à inverser cette logique? Moi je pense que la prise de conscience pour les agriculteurs, elle se fait depuis une vingtaine d'années. Ce qui est plus compliqué, c'est de la faire prendre en compte dans ce que sont la nécessité de la valorisation de nos productions. Dans nos objectifs, évidemment, comme acteurs coopératifs, il y a un objectif extrêmement important qui est celui de la rémunération des agriculteurs. Si aujourd'hui la mutation, si aujourd'hui dans les différentes quoi. Transitions, dans les différentes évolutions, transformations de modèles que nous sommes en train de mettre en place, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir trouver la valorisation sur les marchés qui nous permettent d'accompagner et de valoriser ces actions spécifiques, alors les agriculteurs ont du mal à se mobiliser. Mais leur prise de conscience, elle est réelle. On a parlé des pesticides, elle est réelle aussi pour le bien-être animal. On est également engagé comme acteur coopératif, bien sûr, dans l'accompagnement sur l'évolution, sur la prise en compte du bien-être animal dans nos outils d'élevage. Est-ce que vous diriez que la crise de la Covid encourage encore plus cette prise de conscience des agriculteurs dans cette transition-là? La crise de Covid, en fait, elle a accéléré tous les mouvements en cours. Moi, je pense résilience d'ailleurs des territoires. J'allais vous dire, de recherche de sens dans l'acte de consommation, qui cherche à avoir plus d'informations, à consommer plus local, à mieux connaître et mieux appréhender le produit consommé, et qui doit permettre aussi à l'agriculteur de trouver plus de sens dans son acte de production. Ça, j'allais dire, la consommation, je crois qu'on commence à être conscient, mais du côté production, est-ce que les producteurs ont envie d'aller vers cette conversion? Est-ce qu'ils peuvent surtout? Parce que même s'ils ont envie, effectivement, ça demande des moyens, donc c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. La coopérative à laquelle j'appartiens vient de faire une consultation dans laquelle les agriculteurs se sont prononcés massivement pour que nous les accompagnions, nous leur donnions les moyens de pouvoir accélérer leur entrée dans ces transitions. Donc ils sont déterminés. Les agriculteurs ont parfaitement compris que ce virage était incontournable. Vous l'avez fait vous-même d'ailleurs? Bien sûr que je l'ai fait sur mon exploitation. Quand je vous disais tout à l'heure que je mettais dans mes champs de maïs un prédateur qui permettait de limiter l'impact de la pyrale, j'ai fait un geste en biocontrôle, ce qu'on appelle en biocontrôle, pour éviter l'utilisation d'un pesticide à un moment donné. On fait aussi beaucoup de prairies, on fait de la luzerne dans nos exploitations, on réintroduit des protéines. On sait que la France et nos systèmes fourragers sont déficitaires en protéines. On réintroduit de la protéine dans nos systèmes d'exploitation.
d'exploitation. Est-ce que les produits bio sont forcément plus chers après et si oui, pourquoi? Parce que c'est on recevait un représentant de l'Ipsos cette semaine qui vient de sortir une étude sur les comportements alimentaires, la consommation des Français, et qui disait que le frein à la consommation du bio, de produits plus sains, c'est d'abord le prix. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, d'être payé au juste prix ou qu'il y a trop d'intermédiaires qui expliquent le gonflement du prix du bio? Enfin, nous n'avons pas le sentiment d'être payés au juste prix. Nous avons justement le sentiment de ne pas être payés à la juste valeur des produits et des efforts qui sont faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix d'un produit alimentaire dépasse très largement le seul acte de production de ce produit alimentaire. Il est aussi encadré, j'allais dire, de toute forme de dispositifs qui sont mis autour pour justement réussir ces transitions agroécologiques, réussir à répondre à des attentes consommateurs et citoyennes qui dépassent l'acte de production. C'est pour ça que le gouvernement peut peut-être encourager cette espèce une forme de protectorat en fait des productions françaises, parce qu'il y a aussi ces conséquences de la mondialisation aussi sur le prix justement, et du coup sur la vente des produits agricoles français. Il y a forcément une volonté française un petit peu moins européenne de faire reconnaître ce que sont les spécificités et le consommé français. Donc on est tout à fait favorable à ce que le consommé français soit davantage mis en avant. On n'est par contre pas forcément exclusivement positionné sur l'approvisionnement du marché français, puisque beaucoup de nos entreprises coopératives exportent aussi les produits, le savoir-faire français, qui est très plébiscité dans certains pays à l'exportation. On plébiscite par exemple ce qu'est l'excellence gastronomique de la France, ce que recèlent les coopératives possèdent une marque sur 3. L'ensemble de nos 2300 coopératives possèdent une marque sur 3 que vous connaissez. Et donc, elles sont très plébiscitées à l'exportation, donc on les exporte. Et ce qui est aussi très plébiscité dans le savoir-faire français, c'est l'excellence qualitative et sanitaire de nos filières françaises. Donc, on exporte aussi tout ça, mais effectivement, on incite, et on est tout à fait d'accord, pour inciter les consommateurs français à consommer les produits français de leur coopérative sur leur territoire. Merci beaucoup, merci Dominique Chargé, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur les entreprises du CAC 40, vertes ou pas? Le CAC 40 de plus en plus vert, c'est la question du jour. Pour en parler, deux invités. Gérald Maradan, directeur général et cofondateur d'EcoAct. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Gilles Vermaux-Desroches, directeur RSE de Schneider Electric. Bonjour également. On commence avec un petit chiffre. 222 sur 1000, c'est le score d'impact environnemental et social moyen du CAC 40, selon une nouvelle agence de notation franco-québécoise Impact Finance. Et d'ailleurs, Schneider Electric est classé numéro 1 à ce classement dévoilé en février dernier, avec une méthodologie basée sur la mesure d'impact et le classement des grandes entreprises françaises. C'est ça. Gilles Vermaux-Desroches, vous êtes premier, c'est pas mal, mais 222 sur 1000... J'ai envie de dire, il y a encore une grande marge de progression. Oui, mais Schneider Electric à 450. Ouais. D'accord. 222, oui, c'est la moyenne. 222, c'est la moyenne. Non, c'est une mesure assez intéressante parce que c'est la première fois qu'un grand organisme de notation, qui est en relation avec les investisseurs, utilise les 17 objectifs du développement durable comme grille pour mesurer l'impact d'une entreprise. D'habitude, depuis une vingtaine d'années que les entreprises sont notées, soit sur toutes les dimensions de l'ESG, de la responsabilité sociale, soit strictement sur une dimension environnementale, par exemple, comme le fait EcoAct. On est plutôt sur une mesure du process, de la manière de communiquer, de la transparence, de l'objectif et de son ambition, autant sur la responsabilité de l'entreprise, comment elle gère ses affaires, elle est meilleure en environnement, elle s'occupe mieux des collaborateurs, elle est ouverte à son environnement. Et en même temps, dans l'évolution de son business pour être un acteur positif pour le bien commun, si on prend des mots utilisés aujourd'hui pour parler de ça. Impact, il fait différemment. Il a les 17 objectifs du développement durable et il regarde comment une entreprise s'organise et est actrice pour faire en sorte qu'en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, on vient de fêter les 5 ans de ces objectifs, on soit le plus possible à la hauteur de cet engagement-là. Et donc c'est de fait un changement assez intéressant de passer de quelque chose qui est plutôt entre spécialistes sur les processus, les certifications, etc., à une mesure liée à 17 objectifs que tout le monde comprend bien. De l'ONU, rappelons-le. De l'ONU. Gérald Maradan, vous aussi avec EcoAct, vous évaluez l'impact des entreprises. Schneider est dans le trio de tête aussi depuis plusieurs années. Quels sont vos critères à vous ?
Oui, alors en fait, pour la 10e année, effectivement, on publie une étude sur la performance du reporting climat. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment communique l'entreprise sur ses objectifs climatiques. Donc, on a à peu près 64 questions. Et l'idée, c'est que l'information soit facilement accessible, que ce soit sur les rapports développement durable, sur site internet, sur des microblogs. Et ensuite, on va attribuer des points à l'entreprise selon ce qu'elle fait. Alors, elle a plus de points si elle est capable de prouver qu'elle le fait auditer par un tiers. Donc, on a un ensemble de questions sur le climat et du coup, ça nous donne un classement. Alors, on étudie 4 indices, le CAC 40, le Dow 30 aux États-Unis, le FTSE 600 en Angleterre et l'IBEX 35. Ce qui fait qu'on a un panel de 200 entreprises. Alors, qui est meilleur? Oui, est-ce que le CAC 40 s'en sort bien? Ben oui, voilà, exactement. Alors, Schneider est pas mal classé, donc ils sont 3e, et c'est vrai que pour la 3e année consécutive, ils sont dans les 3 premiers, Qui sont 3e du CAC 40. Qui sont les 2 premiers, du coup, Alors, on a envie de savoir. Donc ça se tient dans un mouchoir de poche. Le premier, c'est BNP Paribas en France, et le deuxième, c'est Danone. Alors, c'est les entreprises un peu classiques qui sont les leaders sur ce type de classement. Au niveau mondial, on n'a que 2 entreprises qui sont dans les 10 premiers. Schneider est juste en dehors des 10 premiers. Le 11e. Ouais, c'est le 11e. C'est l'objectif pour la saison prochaine, pour l'année prochaine. Et le premier depuis plusieurs années, c'est Microsoft. Microsoft, ils sont très en avance. Et dans la globalité, c'est ce que demandait Émilie, dans la globalité du CAC 40, est-ce qu'on est plutôt en retard par rapport aux autres continents ou aux autres pays que vous évaluez? On est en avance. On est meilleur depuis plusieurs années. La moyenne des entreprises du CAC 40 est supérieure aux autres indices. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation qui est un peu plus forte en France. Sur le climat, on est en avance. Voilà, que ce soit par rapport aux investisseurs, que ce soit à l'empreinte carbone qui est obligatoire depuis des années. Et donc du coup, c'est plutôt homogène dans le CAC 40 et on pense que c'est lié à ça. Mais par contre, on le voit, il y a des entreprises étrangères qui sont meilleures que les entreprises françaises. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit, qu'on note, c'est que les autres indices rattrapent le CAC 40. Donc, le CAC 40 est toujours premier, mais ils sont en train de se faire rattraper par les autres. Voilà. Gilles Vermaux-Desroches, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise du CAC 40 soit engagée? Ça dépend des actionnaires, ça dépend d'une stratégie à 360, ça dépend d'une implication des salariés. Qu'est-ce qu'il faut? La première chose, c'est qu'il y a une étude assez intéressante qui vient de sortir d'EY qui montre que l'année dernière, dans les ordres du jour des conseils d'administration des entreprises du CAC 40, dans 65% de ces conseils d'administration, la question du changement climatique a été à l'ordre du jour et l'agenda pour un certain nombre de décisions. C'est une entrée en matière dans la RSE, le climat? Oui, en tous les cas, c'est une entrée. C'est assez intéressant de mesurer comment, dans des conseils d'administration, ce sujet-là est pris. Probablement qu'il y a 10 ans, on aurait été en dessous de 10%. Première chose. Deuxième chose, je suis d'accord sur la question de la régulation. Pendant très longtemps, les entreprises françaises ont trouvé que dans un pays comme la France, avec beaucoup de réglementation, et singulièrement environnementale, mais aussi sociale, on avait un poids à porter dans la compétition mondiale. Et je crois qu'il y a eu un déclic, c'est l'accord de Paris. Au moment de l'accord de Paris, probablement parce que c'était ici qu'il y a eu une grande communication mondiale, que ces entreprises étaient aux premières loges et souvent engagées, et elles ont compris que, au fond, ça leur donnait une très grande opportunité et l'ambition de transformer l'innovation en progrès. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va faire qu'on sera à la hauteur des enjeux du développement durable, du climat, de la biodiversité, du développement dans le XXIe siècle? Faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi le faire autrement. Pour le faire autrement, il faut de l'innovation. Et au fond, tous ces enjeux d'innovation sont au centre de la démarche. Probablement que ce déclic, que les entreprises françaises ont eu la chance de vivre plus que les autres parce qu'elles étaient aux premières loges et engagées dans l'accord de Paris. C'est la première fois dans un accord comme celui-ci dont il était question d'une terminologie qui a été utilisée, qui était l'engagement des entreprises. Et vraiment, je pense que ça a changé la donne. Et par ailleurs, les boîtes du CAC 40 ont l'habitude de voyager en bande, c'est-à-dire que quelque part, ça les renforce dans la manière de voir les choses. Ils se copient, ça. C'est pas qu'on se copie, mais il y a une émulation bien intéressante. Et peut-être qu'on peut dire aussi qu'un certain nombre de villes françaises sont en avance sur d'autres villes pour la prise en compte de ces sujets. Une ville qui est en avance sur le sujet, c'est un client qui est en avance sur le sujet. Et donc, il y a un peu cette démarche vertueuse dont on espère qu'elle nous emmènera loin. Avec un effet de masse aussi, on peut l'imaginer, parce qu'on peut se dire, un géant du CAC 40, il est plus long, plus difficile à faire bouger, mais après, ça a un impact beaucoup plus important. Bon, ce qu'on voit, c'est quand même que les grosses entreprises sont en avance par rapport à toutes les entreprises et les entreprises les plus petites.
Elles ont des équipes qui sont structurées pour... Sur celles qui ont ça dans l'ADN, qui sont peut-être... Enfin, il y a 10 ans, c'est vrai que les équipes développement durable étaient très petites. Aujourd'hui, ce qu'on voit, hein, c'est plutôt des équipes qui sont plutôt féminines. Alors, je ne veux pas dire qu'elles sont plus meilleures que les hommes, mais quelque part, ils ont peut-être plus de sensibilité à l'environnement. C'est plutôt des hauts potentiels. C'est ce qu'on voit, alors qu'il y a 10-15 ans, c'était plutôt des personnes qui étaient mises dans une voie de garage. Donc maintenant, dans les grosses entreprises, on a des équipes qui sont très structurées, très compétentes, qui se rapprochent des directions générales. Et alors, quand on a un directeur général ou un président d'un grand groupe qui est sensibilisé et qui donne l'impulsion, alors là, du coup, les entreprises, elles caracolent en tête. Vous en accompagnez plusieurs d'entreprises du CAC 40, justement, chez EcoAct. Comment vous les accompagnez et sur quel sujet ? On les accompagne sur toute la stratégie climat. Aujourd'hui, l'idée générale pour une entreprise, c'est de s'aligner avec les accords de Paris. L'accord de Paris dit qu'on doit avoir un monde qui est neutre en carbone en 2050. On doit réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre pour y arriver. Sans les entreprises, on ne peut pas y arriver. Donc les entreprises, aujourd'hui, elles doivent s'inscrire dans cette démarche. Elles doivent avoir un objectif de neutralité carbone. Elle doit avoir une politique de réduction qui est alignée avec l'accord de Paris. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes aujourd'hui qui sont plutôt normés pour permettre de guider les entreprises vers cette démarche. Gilles Vermaux-Desroches, mot de conclusion, il nous reste une minute. Oui, je suis d'accord. On assiste à deux grandes évolutions. Jusqu'à maintenant, les grandes entreprises étaient invitées à faire mieux en leur sein sur le climat et sur le social. La première évolution, c'est d'embarquer leurs fournisseurs, beaucoup de PME. Et la deuxième, c'est d'embarquer ce message dans le message produit. Une grande marque de lait est en train de faire une publicité pour dire que non seulement il est bio, mais il est aussi engagé, et on parle de la rémunération des paysans. De ces deux engagements-là, il y a beaucoup de PME. Moi, je suis le porteur en France avec le MEDEF, Entreprise pour l'environnement, etc., d'une démarche qui s'appelle The French Climate Pledge. Il y a plus de 100 entreprises qui sont dedans, donc pas que les boîtes du CAC 40. Ça représente 6 millions d'emplois. L'ensemble de ces 100 entreprises vont engager 73 milliards dans les 3 ans qui viennent en innovation bas carbone, que ce soit sur l'énergie, sur la biodiversité, etc. Je crois que la clé est là. Et maintenant, il y a cet engagement grande entreprise et PME qui va permettre d'accélérer parce que les PME sont les partenaires des grandes entreprises et souvent le progrès de demain sera fait par elles. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. Tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour, une BD à la une. Smart Ideas qui associe BD et agriculture aujourd'hui avec le scénariste Guizou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous publiez Permacomics aux éditions Rue de l'Échiquier avec la dessinatrice Cécile Barnéou. C'est un mode d'emploi pour la permaculture. Ça vous est venu d'où cette idée, l'envie de partager, de raconter cette histoire ? En fait, ça nous est venu... tout simplement de notre vécu. On s'est nous-mêmes initiés à la permaculture sur tous ces aspects, on va le voir, on va en parler. Et du coup, on avait envie de partager ce qu'était vraiment la permaculture. C'est justement pas forcément que de l'agriculture. Bien sûr. C'est ce qu'on découvre aussi dans la BD. Ouais. Et justement, on voulait partager tout ça pour que ça puisse se diffuser. Et donc, c'est pédagogique. Et là aussi, on va faire de la pédagogie. Les grands principes de la permaculture, c'est quoi ? En quelques mots. En quelques mots, la permaculture, en fait, c'est deux choses. C'est d'abord une philosophie de vie qui s'inspire effectivement de la nature et qui repose sur 3 grands principes éthiques qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Mais la permaculture, c'est aussi une deuxième chose, c'est aussi une science inspirée du fonctionnement de la nature qui permet de concevoir des systèmes résilients. Tout type de système, que ce soit une ferme, que ce soit un champ, enfin la nature, mais aussi une entreprise. Ça peut aussi être une entreprise ou une ville. Et quand je parle de résilience, donc un système résilient, c'est un système qui soit capable de s'adapter à n'importe quel type de perturbation, de choc. Par exemple, une crise sanitaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça peut aussi être la fin du pétrole peu cher qu'on vivra très certainement dans les prochaines années. Ou ça peut être, de manière plus terre-à-terre, une invasion de pucerons dans son potager. Voilà, la permaculture, c'est tout ça. Ça regroupe vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très large, qui a été introduit, en réalité, en fait, la permaculture est née dans les années 70 par 2 chercheurs australiens
qui se sont rendus compte à cette époque, avec la crise, avec le premier choc pétrolier, et avec les premiers rapports qui pointaient du doigt les problèmes écologiques qu'on rencontre, ils se sont rendus compte que notre modèle de société occidentale n'était pas du tout résiliente finalement. Et puis depuis, il y a eu la ferme du Bec et Loing notamment, je ne sais pas si vous y êtes allé, qui est assez exemplaire en France, qui est du côté de la Bretagne, Thomas, qui permet notamment justement d'avoir des chiffres considérables. Ils ont fait des études sur la productivité, la production agricole avec cette méthode-là de permaculture qui mélange du coup les espèces, je ne sais pas si on peut dire les espèces de végétales ensemble pour qu'elles soient plus résilientes. Et du coup, vous-même, ça fait combien de temps que vous êtes déjà mis sur cette exploitation permacole et où en France ? Alors, oui, la permaculture, effectivement, c'est un domaine qui est appliqué au jardin lorsqu'on applique les principes de la permaculture. Donc finalement, c'est le fonctionnement des écosystèmes naturels qu'on essaye d'appliquer. On associe des plantes. Dans un potager, effectivement. Par exemple, si on regarde dans la nature, la forêt, c'est un écosystème qui est fantastique, qui produit une biomasse incroyable, beaucoup plus que n'importe quel champ de blé ou n'importe quel potager, et ce, sans aucun travail humain, sans aucun apport d'engrais, sans rien, naturellement. Et donc l'idée de la permaculture appliquée au jardin, c'est vraiment de reproduire le fonctionnement de tout ça. Et pour vous, par exemple, votre vous le faites dans votre jardin, c'est ça ? Alors, oui, effectivement, je le fais. Depuis à peu près 5 ans, oui, effectivement. Mais c'est dur, non ? Au début, il faut quand même planter. C'est long, je veux dire. C'est long, en fait. Justement, ce qu'on apprend en s'initiant en permaculture, avec la permaculture, c'est qu'il y a un très long travail de conception du modèle en amont. C'est justement là où réside la force de la permaculture, c'est justement en amont passer un très long temps d'observation, à réfléchir à toutes les différentes interactions entre les différents systèmes pour qu'on ait finalement le moins de travail ensuite à réaliser. Alors effectivement, le temps d'implantation est le même que n'importe lequel, mais ensuite, vu qu'on a un système qui est finalement équilibré, avec des plans de campagne, avec une très riche biodiversité qui apporte des insectes qui viennent finalement contrôler les ravageurs qu'on peut avoir. On a moins de boulot après, c'est ça ? Finalement, on a effectivement moins de travail. Et on consomme beaucoup moins d'eau, ça c'est aussi un des effets de la permaculture, oui ou non ? Oui, effectivement, l'idée, justement, étant donné qu'on a un système qui est équilibré, qui se rapproche un peu plus d'un système forestier, et ben effectivement, on consomme un peu moins d'eau, puisqu'on associe souvent aussi des arbres qui vont aller puiser les ressources naturelles et les ressources hydriques très profondément dans le sol pour les remonter et les rendre disponibles aux plantes potagères qui sont en surface. Et si on revient à votre livre, alors, Permacomics, ça parle de quoi ? C'est une histoire de votre propre histoire, du coup ? Alors oui, c'est très... Oui, effectivement, ça parle de mon histoire, de notre histoire d'initiation à la permaculture, mais aussi l'histoire d'autres personnes qu'on a rencontrées, qui pratiquaient déjà la permaculture depuis plusieurs années et qui nous ont fortement inspirés. Et justement, on découvre comment on a commencé à appliquer la permaculture dans tous les aspects de notre vie, pas simplement au potager, mais aussi dans l'économie, dans notre manière de consommer, dans notre manière de nous alimenter, même de faire travailler notre argent, entre guillemets. Donc c'est vraiment très complet. Si on parle d'économie, on parle de potager, on parle d'agriculture, mais on parle vraiment de tous les aspects de la vie. Ce que vous disiez, philosophie de vie, Permacomics, vivre en permaculture, mode d'emploi, c'est donc publié aux éditions de l'Échiquier. Merci beaucoup, bon vent à vous. On se retrouve demain, vous êtes sûr ? Non, lundi. Non ? Attendez, je ne sais plus. On est perdu. En tout cas, on se dit à demain peut-être, 9h, midi et 20h30. Salut, bonne journée sur Bismart.